Yo la team, c'est Edia. Bienvenue dans l'Adjicor, le podcast où la parole est libre. Ici, nous explorons un éventail de sujets, sans filtre ni tabou, mais avec un point commun, les Antilles. Un nouvel invité me rejoint à chaque épisode. Je suis Ludovic et j'anime ce podcast. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par nos discussions. Let's go! Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Adjicor. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la Martinique de demain, celle qui se bat aujourd'hui contre les tempêtes, les lares, les vagues d'érosion, mais aussi contre les vents, contraire d'une dépendance énergétique et d'un modèle hérité d'une histoire coloniale encore présente. Pour parler de ces enjeux essentiels, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans le podcast Monsieur le député Marcelin Nadeau, député de la 2e circonscription de la Martinique, réélu en 2024. Vous êtes ancien maire du Prêcheur pendant plus d'une décennie, cofondateur aussi et coprésident du mouvement PIA. Vous défendez depuis toujours l'idée d'une Martinique souveraine et écologiste. Vous incarnez aujourd'hui cette écologie, on va dire, décoloniale qui lie protection de l'environnement, justice sociale et émancipation des peuples. C'est ce parcours engagé que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui, en remontant aux racines de votre engagement et en regardant aussi vers l'avenir du territoire. Alors, déjà avant tout, bienvenue monsieur le député. Bonjour, merci en tout cas de m'accueillir dans votre émission. C'est avec grand plaisir que nous allons partager ce moment autour de ces différentes questions très bien évoquées. Merci d'avoir accepté du coup cette invitation. Alors avant de plonger dans les grands enjeux collectifs, j'aimerais qu'on commence par parler de vous, parce qu'un engagement c'est souvent d'abord une histoire personnelle. Alors si on revient à la source, déjà première question, comment vous est venue cette sensibilité à la nature, à l'environnement ? Est-ce que c'est plutôt un déclic précis ou un cheminement un peu plus long, j'ai envie de dire ? C'est-à-dire que je suis donc préchotin d'origine, donc c'est un peu la montagne dans la mer, donc c'est à la fois la mer, la campagne. Et par le biais d'un parrain qui était un peu aussi un père, je fréquentais beaucoup cette campagne préchotine parce qu'il avait quelques activités agricoles et il m'arrivait souvent de l'accompagner. Et donc j'ai toujours été un amoureux de la nature, parce que étant plus jeune, plus petit, enfant même, et même dans l'adolescence, j'ai toujours été un peu contemplatif, méditatif, et la nature m'a toujours impressionné et interrogé. C'est pour ça que j'ai toujours eu cette sensibilité un peu écologiste ou écologique, même si je n'ai pas toujours été, dans mon passé militant, un militant écologiste, puisque j'étais d'abord un militant plutôt marxiste, mais c'était à l'époque où en fait l'écologie politique était encore embryonnaire. Mais ça, c'est vrai aussi que tout en étant marxiste, j'avais cette conscience un peu écologique et beaucoup de sympathie pour toutes celles et tous ceux qui défendaient le droit ou les droits du vivant. D'accord, très bien. Est-ce que c'est plutôt votre engagement écologique qui vous a conduit vers la politique ? Ou plutôt c'est la politique qui a éveillé votre conscience écologique ? Non, fondamentalement, j'étais plutôt sensible à la question de l'injustice, des inégalités, et c'est ça qui m'a d'abord interrogé. Et puis j'ai très vite compris aussi que le système qui malmenait les personnes, les catégories les plus fragiles, malmenait également tout ce qui est le vivant, tout ce qui relève des écosystèmes et de la nature, comme on dit en général. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai commencé par être militant, mais c'est au fil du temps que j'ai pu approfondir un petit peu ma doxa, je veux dire, militante, et que partie de la question de la justice sociale, j'ai élargi ma vision du monde, de la justice sociale et de la question de l'émancipation des peuples, vous l'avez très bien évoqué. J'ai pu élargir ma vision à la question de notre relation, de notre rapport au vivant et à la nature. D'accord. Ok, c'est très clair. Alors vous avez grandi, si je ne me trompe pas, à Saint-Pierre ? Non, j'ai grandi au Prêcheur, mais je suis né à Saint-Pierre. Vous êtes né à Saint-Pierre. Comme tous les préchotins de ma génération, des générations qui nous ont juste précédés, et celles qui nous ont suivis. Maintenant, tout le monde né à Fort-de-France. De toute façon, oui, c'est ça. Donc je suis né à Saint-Pierre.
Mais j'ai grandi au Prêcheur, ma famille est du Prêcheur. Et c'est vrai que j'ai été scolarisé au collège Louis Delgrès de Saint-Pierre, qui ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs à l'époque. Et puis bon, aujourd'hui, je suis revenu à Saint-Pierre, puisque j'habite Saint-Pierre tout en gardant les liens, tout en gardant du moins les liens que vous savez avec le Prêcheur, parce que j'étais l'ancien maire de cette commune et que je suis très attaché à la commune qui m'a vu grandir. D'accord, oui, d'accord. Donc tout à fait. Vous avez été donc, du coup maire pendant plus de 10 ans. Justement, parlons de cette commune. Pendant 12 ans, 12 ans, très précisément. D'accord, très bien. Mais justement, parlons de cette commune que vous connaissez bien évidemment très bien et qui illustre à elle seule la vulnérabilité, mais aussi la résilience de notre territoire. Alors, le Prêcheur est l'une des communes de Martinique les plus exposées aux risques naturels. En plus de l'érosion côtière, nous avons aussi la montée des eaux. La commune vit aussi sous la menace constante de l'AA, donc c'est des torrents de boue, hein, on va dire, et de cendres volcaniques provoqués par des fortes pluies qui dévalent les pentes de la montagne Pelée. Et ce phénomène a déjà enregistré des dégâts considérables, des évacuations, et oblige, mais du coup, la municipalité à repenser l'avenir, on va dire, de la commune. Et la question du coup, qui me vient, c'est comment vit-on au quotidien déjà avec cette menace? La première, je veux dire, le lard, l'une des menaces qui est propre à la ville, du coup, qui n'est pas, voilà, il n'y a pas ça partout. Comment vit-on avec cette menace et est-ce que ça change la façon d'habiter et d'aimer le territoire, du coup? Alors, il faut dire que les Préchotins ont toujours eu cette capacité de développer une certaine résilience. Parce que comme ça a été dit très justement, le prêcheur a toujours été exposé à tous les risques. Alors on dit souvent d'ailleurs que nos pays sont exposés à tous les risques, sauf peut-être le risque d'avalanche. Mais le prêcheur, en plus des risques connus en Martinique, parce que c'est toute la Martinique qui est... Parce que des fois, on se dit peut-être qu'on est plus en sécurité à tel endroit par rapport à tel autre. Pas du tout, c'est toute la Martinique, et j'insiste dessus, qui est exposé à beaucoup de risques, sauf qu'il est vrai que Prêcheur, comme Saint-Pierre, comme toutes les communes qui entourent, on va dire, ou environnent la montagne Pelée, sont exposées en plus aux risques volcaniques liés à la Pelée, à l'activité de la Pelée, qui est un volcan encore en activité. Et puis au Prêcheur, il y a cette singularité des lahares hors période d'éruption, parce qu'il faut quand même préciser que ces fameuses coulées de boue, ça veut dire... Lahar, ça veut dire couler de boue en indonésien. Okay. Elles sont connues au moment des éruptions. Par exemple, en 1902, c'est un lahar qui a emporté l'usine Guérin à Saint-Pierre. Il y a eu des lahars en 1902 à Basse-Pointe, à Grand-Rivière, etc. Par contre, la particularité des lahars du Prêcheur, c'est bon, il y a eu un lahar aussi en 1902 au Prêcheur, qui a occasionné près de 400 décès d'ailleurs. Mais ce qui caractérise les lahars du Prêcheur, c'est qu'on peut... on peut avoir des lahares en dehors des périodes d'éruption. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé en 2010, par exemple, où on a eu ces fameux lahares à répétition. Et donc, du coup, les Préchotins, c'est vrai qu'ils ont appris à vivre avec les risques. Mais on a appris aussi, au fil du temps, à pouvoir mettre en place des dispositifs. Par exemple, il y a tout un dispositif d'alerte des lahares du Prêcheur qui ont été... je veux dire, conçu par à la fois, bien sûr, l'observatoire qui s'appelait l'Observatoire du monde des cadets de l'Institut de physique du Globe de Paris, et aussi avec la participation des habitants, des techniciens de la ville, des élus. Donc, on a mis en place vraiment un dispositif spécifique. Et donc, ça veut dire qu'on a toujours travaillé, sans se dire, la résilience, ça n'est pas non plus l'acceptation d'une certaine fatalité, c'est-à-dire que ce n'est pas une approche fataliste, c'est se dire qu'on veut vivre là, on veut continuer à vivre là, mais en même temps on se donne les moyens d'une adaptation justement à la réalité d'exposition de nos territoires aux risques naturels. Et c'est ça l'histoire du Prêcheur. Bon, maintenant il y a des gens qui peuvent être imprudents, il y a des gens qui peuvent être saisis par la peur. Je sais, c'est vrai que il y a eu, lors des derniers lahars, en fait, ça a généré des traumatismes au niveau des enfants de l'école, au niveau des habitants pas très aussi. Loin, c'est ça. Et c'est vrai que nous avons, par ailleurs, mené aussi, sur le plan psychologique, nous avons mené aussi une expérience de prise en charge psychologique des habitants, avec une méthode particulière, d'ailleurs, qui était développée par certains chercheurs de la Sorbonne et tout ça. Donc ça veut dire que le Prêcheur, c'est vrai que nous sommes très exposés aux risques
comme d'autres territoires du pays Martinique, mais en même temps, nous avons autant que possible. Bon, il y a une tradition d'une certaine résilience préchotine, et c'est cette résilience que nous avons essayé de poursuivre, de continuer et d'approfondir, et qui continue et qui s'approfondit encore aujourd'hui. D'accord. Et lorsque vous étiez du coup maire, vous avez dû, j'imagine, prendre des décisions pardon, difficiles pour protéger la population, notamment. Qu'est-ce que cela vous a peut-être appris, voilà, humainement parlant? Moi, je crois que, bon, c'est vrai que je parlais de mon passé de militant, Mm. et ma fibre sociale, ma fibre pour la justice, d'abord sociale et environnementale, est liée peut-être à ma relation à l'autre et mon amour des gens. Moi, je crois franchement que quand on s'engage en politique, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, c'est pas la peine. Parce que de toute façon, le peuple s'en rend compte très vite. Mm. Et si j'ai été à chaque fois confirmé dans mes missions dévolues par le peuple, en quelque sorte, aux prêcheurs, c'est peut-être parce que les gens ont reconnu en moi cette capacité à être bienveillant, à être à l'écoute et à aimer vraiment les gens. Et je crois que quand on aime les gens, on se préoccupe de leur sort, on se préoccupe de leurs préoccupations, on se préoccupe de leurs souffrances. Mhm. Et c'est vrai que toute cette période, quand même, m'a fait connaître, eh bien oui la nécessité qu'il y a à accompagner, à être à côté des gens. Et j'ai plusieurs maires de prêcheurs qui sont pour moi des modèles et des exemples. Et parmi ceux-là, il y a peut-être deux en particulier, peut-être trois, on va dire. Je pense d'abord à Félix Gollet, qui est ce maire qui était maire du prêcheur en 1902 et qui a très courageusement accompagné sa population avec héroïsme. Et je trouve que on ne parle pas suffisamment de ces hommes qui sont de véritables héros. Il y a eu aussi, alors j'aurais pu dire oui, que dans les années 1929-1930, au moment du T-Volcan, la deuxième phase d'éruption, Mhm. il y a eu, bon, sur cet aspect-là en tout cas, Aston Tardon, parce qu'il a eu le courage, alors que tout le monde disait qu'il fallait dégager, qu'il ne fallait pas d'équipement public aux prêcheurs, enfin qu'il Mhm. fallait que ces territoires redeviennent des forêts, quoi. C'était la volonté de l'État français depuis 1902 d'ailleurs, tant pour Saint-Pierre que pour prêcheurs. Et en quelque sorte, Aston Tardon a eu le génie, l'intelligence d'organiser un référendum. C'est un peu l'ancêtre du référendum d'initiative locale. Et pour demander à la population s'ils voulaient rester là, hein, continuer à vivre là, ou s'ils voulaient partir, quitter ce territoire. Et la réponse a été claire. Hein. Les Claire, Préchotins ouais. lui ont Mhm. clairement dit qu'ils voulaient vivre là, continuer à vivre là, continuer à faire communauté au pied de l'appelé. Et je crois que c'est fondamental, cet acte, ce geste d'Aston Tardon. Et d'ailleurs, à l'instar de cette action d'Aston Tardon, nous avons une formule là aujourd'hui. Nous disons que, s'agissant du prêcheur et comme d'autres communautés, une communauté, fût-elle la plus petite, qui disparaît, c'est une perte immense pour l'humanité. Pour nous, c'est fondamental. Alors, Mhm. Aston Tardon, pour cette raison là en particulier. Et puis enfin, il y a Albert Joyot, qui a été communiste, progressiste, et qui après, après, il est allé vers le gaullisme donc, de la droite, mais ça n'enlève rien à sa vision, parce que très tôt, il a pensé la question de l'écologie aux prêcheurs. Il faut se dire que dans les années 50, où l'idée même d'écologie est embryonnaire, y compris dans la sphère occidentale, eh bien, Albert Joyot avait tout fait pour protéger Lanceron, Lance-Couleuvre, eh bien, qui demeurent quand même des joyaux en matière de monuments naturels pour notre pays. Et c'est parce qu'il avait cette vision écologiste à une période où tout le monde pensait que le développement, c'était la destruction des forêts, Mhm. c'était la construction de routes à tout va. Lui, il avait refusé ça. C'est pour ça qu'il a refusé d'ailleurs qu'il y ait cette liaison routière entre Prêcheurs et Grand-Rivière, ce qui nous a prémunis de la disparition d'une source énorme en matière de biodiversité, parce que nous savons que les versants, certains appellent les versants nord-ouest de l'Appelé, mais qui sont toute la zone du Mont-Conil, donc entre Prêcheurs et Grand-Rivière, c'est en matière de biodiversité l'un des hotspots de la Martinique et peut-être de la Mhm. Caraïbe. Incroyable. Ouais, ouais. Très bien, très bien. Et s'il n'y avait pas eu cette volonté de ces élus-là, eh ben aujourd'hui, on n'aurait pas pu parler de Montagne Pelée et Piton du Nord, patrimoine commun de Comme l'humanité. ouais, Ouais, comme c'est ouais, le cas, comme c'est tout le à cas fait. aujourd'hui. Ouais. Très bien. Alors,
J'ai une question. Quels enseignements le prêcheur peut-il offrir à d'autres communes des Antilles, ou même, j'ai envie de dire, des îles du monde confrontées au même danger, aux îles de la Caraïbe ou au On ne monde? le dit pas suffisamment parce que des fois, malheureusement, on est dans un pays où on a du mal à reconnaître les siens. Mhm. Le prêcheur aujourd'hui est l'un des territoires où se mène une expérience, bon, ce qu'on appelle la recomposition béno-spatiale. Hein, je vais expliquer le fait D'accord. de déplacer des populations exposées aux risques venant de la mer, donc côtiers ou littoraux, Ok. vers les hauteurs pour les mettre à l'abri. Donc ça s'appelle une recomposition béno-spatiale. Et le prêcheur est un territoire qui, à l'échelle internationale, est un exemple. Et aujourd'hui, le chef de projet du projet du prêcheur, M. Antoine Petitjean, qui est un architecte, bon, parisien, mais qui a travaillé avec des Martiniquais, etc., Ok. il fait le tour du monde, des fois, pour expliquer quelle est la démarche du prêcheur. Dans le giron de l'État français, le prêcheur est avec Miquelon, de Saint-Pierre et Miquelon, Mhm. les deux seuls territoires menant une expérience aussi importante. Et bon, j'ai, en toute modestie, en toute humilité, la prétention de dire qu'aujourd'hui, par rapport à Miquelon, compte tenu de la complexité du projet du prêcheur, compte tenu de son caractère global, c'est un projet qui est à plus d'un titre très très important pour beaucoup de territoires qui aujourd'hui, bon, nous, on est parti de notre réalité des risques. J'explique un petit peu ce qu'était la tradition de résilience du prêcheur. Mais par rapport au défi de l'adaptation à relever, qui est le défi de l'adaptation au changement climatique, je pense en toute modestie, en toute humilité, que le prêcheur peut être un exemple. Alors, c'est un projet qui est en cours. Mhm. C'est un projet, j'estime qu'on a perdu beaucoup trop de temps, parce qu'il est aux gens de mettre les gens à l'abri, parce que la vie des hommes et des femmes n'a pas de prix. Bien sûr. Mais c'est un projet qui demeure exemplaire et qui mérite d'être concrétisé, parce qu'il pourra servir d'exemple pour d'autres territoires très exposés justement à la réalité des effets du changement climatique. D'accord. C'est vrai que j'avais pas forcément, moi, conscience de tout cela. C'est vrai soit on voit pas l'info passer, soit on n'est pas confronté à ça, quoi. Et donc, du coup, on n'a pas conscience de tout ce qui a été fait, Non, tout ce qui est mais fait. vous, c'est déjà bien. Vous êtes Mhm. un média, on en parle aujourd'hui, Mhm. vous allez diffuser, vous allez informer de nombreuses personnes, Mhm. y compris des Martiniquaises, des Martiniquais, des Caribéens, des non-Martiniquaises, des Bien Martiniquais, sûr. des Mhm. non-Caribéens. Mais je crois qu'effectivement, je trouve que quelquefois, même nos médias mainstream, Mhm. enfin, ils n'en parlent pas suffisamment. Je ne veux Suffisamment. pas dire Mhm. qu'ils n'en parlent pas. Ils en parlent quand même. D'ailleurs, très bientôt, on aura très probablement une émission sur un de ces médias. Mhm. Mais je trouve qu'on devrait en parler beaucoup plus, puisque c'est pas toujours évident, parce qu'il faut encore convaincre les gens, mais pas seulement les habitantes et les habitants, parce qu'il faut les convaincre. Il y a Bien sûr. aussi des intérêts qui sont dans le court terme menacés, à court terme menacés. Je pense notamment, par exemple, aux pêcheurs, à quelques catégories. Donc, il Mhm. faut quand même déjà convaincre les habitants eux-mêmes. Mais ce qui est plus surprenant, en dépit de la gravité de l'urgence, eh bien, il faut quand même des fois convaincre des acteurs relevant de ce qu'on appelle les autorités et les pouvoirs publics, quoi. D'accord, oui, oui. Ouais. Il y a plusieurs parties du coup à convaincre. C'est pas si évident, j'imagine. Mais au-delà du prêcheur, on va dire que c'est toute la Martinique, évidemment, qui vit ces dérèglements climatiques de plus en plus visibles. J'aimerais que l'on élargisse un peu, on va dire, le regard pour parler des effets globaux et des défis qui nous attendent. La Martinique est particulièrement exposée aux catastrophes naturelles. Donc, les séismes, les cyclones, la montée des eaux, sans oublier les risques de tsunami ou de grands tremblements de terre. Quand on voit des pays, alors je vais prendre l'exemple d'un pays, le Japon, qui par exemple a développé une véritable culture de la prévention avec des exercices réguliers, des alertes précoces et une forte sensibilisation de la population, on se demande si la Martinique est à la même, et au même niveau de préparation. Est-ce que, selon vous, nous sommes prêts face à un... Bon, on a connu des très grands séismes, mais voilà, des 7, alors moi, en tout cas, moi, j'ai connu un 7,2, quelque chose comme ça. Ouais, je me souviens de celui-là. C'est en Mais on a eu de la 2009 ou quelque chance chose comme parce ça. que ouais, il était tellement profond que bon. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que on n'est pas prêt.
Ouais, non. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Alors, maintenant, les pouvoirs publics ont pris conscience de l'urgence de la situation. Mais bon, on sait qu'on a des sacs mortuaires qui nous attendent et ils sont nombreux. Donc, ça veut dire que en termes d'estimation, ils estiment déjà des dégâts considérables. Ils prévoient déjà des dégâts considérables au niveau des vies humaines, déjà. Et on n'est pas prêt. Et si on n'est pas prêt, c'est parce que nous n'avons pas, à l'instar du Japon, non seulement une certaine culture du risque, il faut absolument développer ça, c'est vrai, depuis l'école d'ailleurs, mais c'est aussi parce que nous sommes, nous paravivants, athées, matiniques. C'est-à-dire on n'a pas, dans la vision que nous avons de l'aménagement, ça n'est pas une vision, on dirait en créole, enchouquée, ancrée dans nos réalités. Et c'est ça qui fait défaut. C'est-à-dire que c'est pas les plus grands spécialistes des risques naturels disent que c'est pas, par exemple si on prend le risque sismique, que ce n'est pas forcément le tremblement de terre qui provoque les dégâts, mais c'est le fait que c'est notre manière d'habiter, d'occuper l'espace. Et c'est quand on aménage et on occupe l'espace sans prendre en compte les réalités d'un territoire, ça veut dire qu'on n'a pas conscience justement des contraintes physiques de ce territoire. Et le fait d'habiter, l'action même d'habiter, c'est s'adapter aux réalités d'un territoire. Et on a eu cette vision tellement déconnectée de notre territoire, avec cette vision un peu... on a les pieds en Martinique, mais la tête peut-être en Europe ou dans l'Occident profonde. On n'a pas pris l'habitude d'aménager pour tenir compte de ces réalités. Et même notre université, moi je ne comprends pas que l'université de l'UA en Martinique soit limitée à Chelcher et que nous n'ayons pas, par exemple, un département de géologie ou des phénomènes volcaniques ou des phénomènes sismiques implantés dans la zone de Saint-Pierre, Prêcheur et tout ça. Moi, je crois que là, en termes de... Parce que la question des connaissances est fondamentale. Si je prends l'histoire de 1902, par exemple, on dit souvent que les élus, pour des raisons électoralistes, parce qu'il y avait une élection, ils ont empêché que les gens partent de Saint-Pierre. C'est pas vrai. Enfin, Léo Ursulé, que je conseille à Martinique de lire, qui est d'ailleurs que je salue parce que c'est mon prof, c'était mon prof de mathématiques, mais qui a fait une thèse en histoire et qui s'est reconverti à l'histoire, qui a beaucoup travaillé sur 1902 et la gestion de crise en 1902. Il expliquait que c'est parce que les gens ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas les caractéristiques de ce qu'on appelle aujourd'hui le type péléen. D'accord. Donc ils ne savent, c'est par ignorance qu'ils ont commis des erreurs. C'est pour cette raison que la question des connaissances est fondamentale. Mais il faudrait, oui, parce que vous avez dit que je suis souverainiste, mais être souverainiste, ça n'est pas un mot. Être souverainiste, c'est déjà avoir la maîtrise aussi du développement des connaissances par des Martiniquais sur les réalités martiniquaises. Et ça, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment. Bon, il y a bien sûr une université, il y a des chercheurs, il y a des gens qui travaillent, il y a des jeunes qui... Et je salue toutes ces personnes qui font un travail formidable. Mais c'est largement insuffisant. Et je pense que les politiques doivent intégrer dans leur vision de notre pays la nécessité qu'il y a de développer les connaissances, y compris en matière de risques naturels, pour pouvoir nous donner les moyens de mettre en œuvre des politiques publiques nécessaires à notre protection, parce qu'on n'y est pas. Parce que le premier séisme, le Big One qu'on attend depuis quelques années, ça va être dramatique. Il faut dire que ça va être dramatique, il faut le dire aux gens. Alors, ce n'est pas pour leur faire peur, mais bon, tant qu'on peut, il faut s'adapter. Alors, je sais aussi qu'il y a un dispositif de l'État français qui s'appelle le plan séisme-anti. Il semblerait que, en dépit de l'existence de fonds, que les communes, par exemple, n'utilisent pas suffisamment. Alors, pour le projet de Prêcheur, il nous manque d'argent. Il y a un manque d'argent, il nous manque des fonds et tout ça. Alors que là, en l'occurrence, il y a des fonds. L'État a lancé notamment ce fameux programme sur les écoles pour remettre les écoles aux normes parasismiques. Alors, entre des communes qui font quasiment des modulaires, moi je suis contre les modulaires, c'est une aberration. Alors c'est vrai que concernant le risque sismique, les modulaires nous mettent plus à l'abri. Je ne suis pas contre les modulaires. Je vais reformuler mon positionnement. Je suis pour les modulaires comme solution provisoire. Mais on ne peut pas construire, j'ai vu construire des écoles en Martinique définitives avec des modulaires, c'est aberrant. Parce que si on peut être à l'abri du point de vue du risque sismique, c'est complètement catastrophique du point de vue de la dépendance énergétique, lorsqu'on sait qu'on est dépendant aux énergies fossiles. Ce qu'il faut, et c'est ce que nous voulons faire au Prêcheur, parce que dans le projet du Prêcheur, il faut dire qu'il y a une école aussi, qui sera aussi un équipement refuge. C'est faire de vraies écoles, adaptées aux risques, à tous les risques,
et en même temps offrant, par exemple, au niveau bioclimatique, des conditions confortables à nos enfants pour étudier. Donc c'est ces réflexions-là. Et puis encore aujourd'hui, je suis désolé de dire que quand je vois que un certain nombre de bâtiments, on l'a vu, plutôt huppés, qui se construisent, mais qu'on nous a dit encore la lamlamea. On a vu ça dans une commune de ma circonscription. Je trouve que c'est quand même ne pas avoir conscience du danger. Ouais. Et puis, mais quand en plus, c'est pour des gens plus pauvres qu'on construit des logements sociaux à portée de tsunami ou de houle cyclonique, j'ai vu ça aussi dans une autre commune de ma circonscription. Eh bien, je trouve ça pas normal. Je trouve qu'il y a un déficit de la nécessaire conscience des risques naturels auxquels notre pays est confronté. Il ne faut pas non plus tenir, tout le monde tient un discours sur les risques, sur la culture des risques, blablabla, bla, 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 mais il faut aussi que nous, en tant qu'élus, dans nos actes, dans nos politiques publiques, dans les politiques publiques que nous mettons en œuvre, eh bien, que nous montrons, nous démontrions que nous soyons vraiment au diapason de cette nécessaire conscience des risques auxquels notre pays est exposé. D'accord, ok. Ben, c'est très clair. Alors, je me dois je vais rappeler un peu, monsieur le député, le nom du podcast, qui est l'ADGECOR. Et dans l'ADGECOR... Ah ben l'ADGECOR, moi. Exactement. Alors, je vais vous dire... Alors, j'aime bien citer quand même le proverbe. Mon proverbe, c'est le suivant. Parler bien, parler vite, mais là, au cas parler, pas oublier l'ADGECOR. Alors là, ce que vous faites, c'est très bien. Mais on va continuer dans cette lignée. Donc, j'ai une question plutôt sur... Vous avez parlé de souveraineté tout à l'heure. Et moi, ma question, c'est en quoi la lutte pour la souveraineté de la Martinique et la cause écologique sont-elles indissociables, selon vous? Vous avez un peu parlé, un peu expliqué, mais j'aimerais que vous rentrez un peu plus en profondeur par rapport à cela. Alors, j'explique tout ça un petit peu dans un livre que j'ai écrit avec mon directeur de cabinet parlementaire, qui est Pascal Marguerite, que j'invite les Martiniquais et les Martiniquais et les autres, hein, bien sûr, à lire. C'est Nous sommes la nature. Okay. Mais en fait, il faut se dire que j'emprunte la notion de souveraineté à la manière dont elle est définie par Garcés Malsa dans La Mutation Martinique. La souveraineté, ça n'est pas l'autarcie, mais c'est notre capacité à maîtriser les interdépendances. Parce que nous vivons, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité, dans un monde interdépendant. Et la souveraineté, c'est la capacité de dire aujourd'hui, je vais commercer avec tel pays, je vais développer une mutualisation, par exemple, de protection contre les risques avec tel autre pays, etc. C'est ça pour nous, la souveraineté, c'est cette capacité de maîtriser les interdépendances du monde. Et très souvent, pour définir pourquoi il y a une relation, l'écologie, alors je sais qu'il y a un débat, vous savez, on doit beaucoup à Garcés Malsa d'avoir développé une vision écologiste vraiment enchouquée dans nos réalités martiniquaises. Ce n'est pas toujours le cas, par exemple, de certains courants écologistes des 10 Outre-mer. Par exemple, sans vouloir entrer en compétition avec mes frères de la Guadeloupe, mais en Guadeloupe, par exemple, le courant de l'écologie est plus dépendant, par exemple, des Verts français. Alors que Garcés Malsa a essayé de développer une écologie solidaire des autres écologies du monde entier, y compris des Européens et des Français, mais il a essayé de donner des caractéristiques propres à cette vision de l'écologie politique en Martinique et qui a lié l'écologie à la souveraineté. Mais pour ce faire, il s'inspire beaucoup des écosystèmes. L'écosystème, il n'est jamais dépendant totalement de notre écosystème. Mais il est autonome des autres écosystèmes, mais il y a toujours une relation entre des écosystèmes. Donc c'est ça l'interdépendance. C'est-à-dire on a un minimum de maîtrise de ses propres affaires, de son propre fonctionnement, mais on a conscience au fait de plus ou moins dépendre d'autres entités, d'autres systèmes, d'autres écosystèmes. Et c'est ça la souveraineté. C'est pas l'autarcie, c'est pas être coupé du monde, mais c'est être dans le monde, mais en maîtrisant ses relations au monde. Et pour moi, alors, quand on parle d'écologie, l'écologie, pourquoi je le dis, c'est la souveraineté aussi. C'est-à-dire que les gens à 8000 km, d'ailleurs, on le voit bien, le bilan carbone du système tel dans lequel on est. Moi, je suis député, je suis obligé de me déplacer en avion à l'Assemblée. Donc, ça a un coût au niveau écologique de ce qu'on appelle les externalités. Et donc, déjà, à ce niveau-là, je pense que c'est déjà important de penser la souveraineté, mais en même temps, un écologiste est aussi en quelque part, ce que
la période, l'époque du mouvement socialiste, du socialiste ascendant, c'était l'internationalisme. C'est-à-dire l'écologiste est pour être souverainiste, mais en même temps internationaliste. Parce qu'on comprend bien que notre planète qui est fragile ne peut supporter les égoïsmes nationaux. Et que nous avons de plus en plus, on le voit bien, bon, quand Trump déconne, etc., les bêtises qui se font aux États-Unis, nous les prenons de plein fouet, à travers les cyclones et tout ça. Donc ça n'a pas de sens de penser qu'on peut se contenter de la gestion d'un pays et de territoire. Aujourd'hui, en tant que souverainistes martiniquais, nous avons l'obligation et le devoir de penser nos relations au monde et nos relations dans le monde. Et ça me paraît fondamental. C'est pour ça que de plus en plus, je suis sensible à la cause de tous les peuples du monde et de tous les peuples opprimés du monde, tout en étant déterminé justement à revendiquer plus de pouvoir pour les citoyennes et les citoyens de mon pays. D'accord. Et parmi les réponses à cette urgence, il y a évidemment la question clé de l'énergie. Donc parlons maintenant de la quête d'autonomie énergétique pour la Martinique. Quelles sont les filières prioritaires à développer selon vous pour réduire notre dépendance énergétique? Aux énergies fossiles. Alors, il y a plusieurs choses. Nous, on a un potentiel énorme. C'est pour ça qu'il m'arrive quand même il y a eu tout un débat sur l'existence probable d'un gisement de pétrole ou de gaz au large de Trinité vers Tartane, etc. Moi, je crois qu'il faut faire très attention. La question que je me pose, est-ce qu'au nom du développement, de certains modèles de développement, nous n'avons pas le devoir de nous détacher de ce modèle basé sur les énergies fossiles? C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'on est écologiste et puis en même temps dire qu'on va explorer tous les gisements d'énergie fossile que nous avons en vue de les exploiter. Moi, je pense que c'est dangereux. Okay. D'autant que nous sommes dans un pays où on a de quoi faire en matière d'énergie renouvelable. Vous avez le soleil, vous avez le vent, vous avez la mer, vous avez l'eau, on a tout, vous avez la géothermie, enfin, on a toutes les sources d'énergie renouvelable possibles dans notre pays. Et à mon avis, ce qu'il faut faire fondamentalement, c'est développer ces sources d'énergie pour aller vers un mix énergétique martiniquais. Mais il y a plusieurs choses à éviter. La première, on le voit bien dans ma circonscription, sur le Nord-Atlantique, on a tendance à implanter des fermes éoliennes. Mais pourquoi on implante des fermes éoliennes? Parce que c'est une zone où il y a beaucoup de vent. Mais l'énergie produite sur ces territoires, qui ont déjà un lourd passé extractiviste, dans le sens où on plantait de la banana, on a pollué des gens, on a bousillé la santé des gens, on a malmené l'écosystème, on a malmené la biodiversité, mais pour produire des choses qui partent vers d'autres destinations. Et on est dans la même logique. Aujourd'hui, la production d'énergie éolienne sur cette zone, qu'on veut multiplier avec la multiplication des fermes éoliennes, elle se fait dans une logique extractiviste parce qu'on va produire là pour transporter après sur l'ensemble de la Martinique. Et moi, je prône l'idée qu'il faut développer des sources d'énergie à partir des réalités. Par exemple, dans certaines zones de la Martinique, dans le sud, on va faire du solaire. Dans certaines zones, où il y a beaucoup de vent, on va faire de l'éolien. Je ne sais pas, on va utiliser les énergies de la mer. Enfin, il faut aussi faire le pari de pouvoir nous appuyer en matière de développement de notre autonomie énergétique sur les multiples sources d'énergie que nous avons dans un pays pour que on aille vers un mix énergétique. D'autant que, quand on parle d'énergie renouvelable, on a souvent affaire à des énergies intermittentes. Donc, il y a le problème du stockage. Donc, en attendant que nous ayons les technologies, il faut faire très attention, parce que quand on nous parle de batterie, des fois, la production de batterie n'est pas toujours très écologique. Exactement. Donc, il ne faut pas non plus guérir un mal par un autre mal. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on dit, en tant qu'écologiste, il faut avoir cette vision globale, c'est-à-dire on dit holistique, pour employer un gros mot, de manière à ne pas avoir cette vision globale pour éviter justement de commettre des erreurs. Et on l'a vu en Martinique. Au moment où il y a eu une sorte où la question de l'énergie solaire est en vogue, il y a eu une tentation d'implanter des panneaux photovoltaïques sur du foncier agricole.
Alors qu'il ne faut pas non plus bousiller nos capacités en matière de souveraineté alimentaire par le développement des énergies renouvelables. Donc il faut toujours veiller à cet équilibre. Et heureusement qu'à un certain moment, la région Martinique a eu une habilitation lui ayant permis, en matière énergétique, d'interdire l'implantation de panneaux photovoltaïques en zone agricole ou naturelle. Mais il faut veiller à tout ça, ne pas commettre d'impair. Et des fois, trop pressé par faire jour ouvert. On est toujours très pressé pour faire des choses, mais sans mesurer l'impact des choses. Et je le dis d'autant que c'est d'actualité. Aujourd'hui, on nous propose un système dit de STEP, vous savez, c'est un système de stockage un peu de l'énergie solaire, mais qui se fait par une circulation d'eau de haut en bas et de bas en haut. Et je crois que, par exemple, quand on va implanter ce type d'infrastructure dans la zone de surveillance de la montagne pelée, et qu'il y a un risque qu'on perturbe justement les instruments nécessaires de la surveillance de la montagne pelée, tout ça pour moi, c'est pas ça l'écologie. L'écologie, c'est pas trouver les filons capitalistiques pour développer ce qui relèverait de l'économie verte. L'écologie, c'est penser le global dans l'intérêt du vivant et dans l'intérêt de la santé humaine. Et je crois que c'est ça qui doit être notre démarche, y compris en Martinique. Il ne faut pas se dire que parce qu'on n'est pas aussi développé que d'autres, on ne peut pas se payer le luxe. Non. Aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas aussi développé que d'autres, qu'on n'a pas commis les mêmes erreurs qu'eux, qu'il faut être 4 fois plus prudent pour être promoteur d'un développement qui assure cet équilibre entre différents impératifs. Et monsieur le député, la Martinique, c'est aussi un trésor de biodiversité, mais ce trésor, il est menacé. Comment préserver nos écosystèmes, nos paysages, tout en développant le territoire? Quels sont selon vous les plus grands dangers qui pèsent aujourd'hui sur notre biodiversité, de façon globale, et comment concilier aussi développement, parce que vous avez parlé d'équilibre, comment concilier aussi le développement à la fois touristique, d'un côté, et aussi la préservation des écosystèmes. Parce que, j'ai envie de dire, les deux sont, d'une certaine façon, essentiels, j'ai envie de dire, pour le développement du territoire. Comment concilier les deux? C'est-à-dire que dans le livre que j'évoquais tout à l'heure, Nous sommes la nature, justement, nous refusons cette séparation artificielle entre plusieurs, on va dire, aspects de la vie humaine et de la vie tout court et du vivant. Un développement, je ne vais pas dire efficace, un développement optimal, c'est celui qui intègre les impératifs d'entrée écologique. Pas celui qui se dit on va faire du développement et puis on veillera. Et on fait appel à un concept qui est celui du ménagement. Il faut ménager nos écosystèmes. Je prends l'exemple du tourisme. Aujourd'hui, vous allez faire du tourisme comme, au début, nos élus ont pu faire des erreurs. Des fois, ce que je dis, c'est-à-dire à l'époque, ils ont au moins l'excuse de, encore qu'au prêcheur, je disais qu'Albert Joyeux n'a pas pris ce chemin, n'a pas pris cette voie du développement. Ça veut dire qu'on pouvait être suffisamment alerté, mais dans d'autres endroits, comme le Sud, sur un certain modèle de tourisme balnéaire, on a développé une forme de tourisme. Mais aujourd'hui, alors c'est très bien, on a la possibilité d'offrir plusieurs tourismes correspondant à plusieurs publics cibles. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si vous continuez à développer le tourisme balnéaire comme ça a pu se faire en construisant des hôtels sur le littoral, vous savez qu'à Saint-Martin, par exemple, on a construit des hôtels à la faveur, je dirais, de la défiscalisation, puisque il y avait une incitation. Mais après, quand les mesures de défiscalisation étaient moins juteuses pour certains groupes capitalistes et que ces groupes n'ont pas pu maintenir leur activité, pas toujours pour des raisons strictement économiques, d'équilibre économique en tout cas, on a vu laisser à l'abandon des ruines d'hôtels sur la plage. Je pense que c'est tout ça qui me dit que il faut, dans notre stratégie touristique, on peut intégrer la richesse de notre biodiversité, de nos écosystèmes. D'autant que quand on prend l'environnement économique de la Martinique, dans le secteur du tourisme par exemple, les pays de la Caraïbe comme Saint-Domingue, on ne pourra jamais, entre guillemets, du point de vue strictement capitalistique,
compétitif par rapport à Saint-Domingue. Parce que les travailleurs et les travailleuses martiniquaises et martiniquais ne vont jamais accepter les salaires qui sont servis à Saint-Domingue. Et ils ont raison. Bien sûr. Ils ont raison. On ne va pas sacrifier la femme martiniquaise, l'homme martiniquais sur l'autel du tourisme. Au nom de quoi? Si on développe une économie, c'est bien dans l'intérêt des femmes et des hommes qui font un pays. Donc, du coup, ce n'est pas ce modèle de tourisme qui va nous rendre compétitifs du point de vue touristique. Par contre, il y a une étude sociologique américaine qui désigne une catégorie de clients cibles potentiels qui sont les culturels créatifs, ceux qui correspondaient, pour aller vite, un peu au profil du bobo parisien, quoi. Ce sont des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, qui aiment voyager, mais qui ont des principes, qui respectent les droits des enfants, des femmes, des écosystèmes, etc. Donc ce type de clientèle-là, ben oui, nous pouvons l'attirer. Sans avoir à diminuer les salaires des gens, sans avoir à malmener nos écosystèmes et notre biodiversité. C'est vers ça qu'il faudrait aller. C'est pour ça qu'il y a moyen, mais c'est pas, je ne dis pas qu'il y a le développement et puis je vais voir comment je ménage après les écosystèmes. Non, dans ma vision du développement, je dois proposer un modèle qui ne sépare pas les impératifs écologiques des impératifs économiques. Et je crois que ça me paraît fondamental. Et ni des impératifs sociaux d'ailleurs. Et au niveau local, est-ce que vous avez l'impression que les citoyens, les Martiniquais, ils ont suffisamment conscience de la richesse que nous avons, naturelle, locale, que nous avons, et si ce n'est pas le cas, comment renforcer cette sensibilisation? C'est-à-dire qu'on a tellement... Moi, je pense, on parlait tout à l'heure d'écologie décoloniale. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie ou des classes dominantes, mais leur domination se fait par le biais d'une idéologie. C'est l'idéologie hégémonique, dominante. Et l'idéologie dominante, ce n'est pas ce qu'on appelle l'habité, ce que Malcolm Ferdinand appelle très justement dans son livre Écologie pour une écologie décoloniale. L'habité colonial, c'est le fait de pressurer les hommes, les animaux, les plantes, la terre. Enfin, on met tout au service d'un seul objectif, c'est le profit, c'est les bénéfices économiques. C'est tout. Et je pense que les gens, qu'on le veuille ou pas, ben oui, ils ont été éduqués dans ce modèle-là, à travers leur socialisation, comme l'on dit, a pu les éduquer. Mais nous, en tant que militants, et justement, c'est pour ça que les gens, des fois, ils négligent. Ils vont jeter n'importe quel déchet, n'importe où. Bon, c'est vrai que des fois, ils n'ont pas la fine connaissance pour savoir que, bon, un déchet, ça a telle ou telle conséquence. Mais même quand on leur aura dit ça, s'ils relativisent l'importance de la nature du vivant et de notre terre, qui est, vous avez raison de dire, fragile, ils ne vont jamais changer de comportement. C'est pour ça que le travail des militants écologistes, c'est de se dire, on se bat aussi contre un modèle économique, social, global. Celui, par exemple, de l'économie de comptoir, qui est un modèle qui relève de la colonialité, qui pense notre territoire comme une terre qui ramène des profits et des bénéfices, mais jamais en reconnaissant la terre, comme la Pachamama sud-américaine, comme un élément vivant, avec d'autres éléments vivants et qu'il faut absolument respecter et chercher autant que possible. Je ne dis pas qu'il faille revenir à la période de la lampe à pétrole, encore que le pétrole soit très polluant. Mais je pense qu'il faut effectivement penser ce qu'on appelle le ménagement, c'est-à-dire avoir un projet pour notre pays de développement, mais qui intègre la dimension écologique, mais pas qui la traite un peu à part, c'est-à-dire cette vision un peu segmentée en silo. Et d'ailleurs, bon, on n'est pas les seuls à le dire, parce qu'il me semble que un certain nombre d'intellectuels martiniquais, il me semble qu'il y avait eu Glissant, Bernabé, Confiant et Chamoiseau, avaient fait une proposition d'une Martinique écologiste ou bio, je crois, et ils avaient raison. Peut-être qu'il faut réfléchir de ce côté-là. Et on sait aussi que, quand on prend l'exemple pas très loin, pour être concret, la Dominique, quand je compare le modèle de développement de la Dominique au nord de la Martinique,
au modèle de développement de Sainte-Lucie au sud de la Martinique. Sainte-Lucie a plus une orientation tourisme, balnéaire, etc. Un Exactement. peu le modèle occidental reproduit, lorsque la Dominique s'oriente plus vers la nature et tout ça. Et Totalement. ça lui réussit, hein, quelque part. Il y a d'autres exemples. Alors, je suis pas... Il y a quelques contradictions. Je parle du Costa Rica, effectivement, parce qu'ils vendent quelquefois une image, une carte postale très écolo, mais il faut aller Et dans le dessous. détail, parce que souvent, en la matière, comme dans d'autres matières, le détail est dans... Le diable est dans le détail. Il faut aller voir ce qu'ils font concrètement, mais il y a des pays qui pensent que l'éco-développement ou l'écotourisme peuvent être des moyens intéressants de développement de leur pays. Donc c'est tout ça à prendre en compte, je pense, pour aller vers un projet de développement de notre pays. En tant que, bien que le terme développement aussi est à déconstruire, quoi. D'accord. C'est quoi le développement? Le développement de quoi? Pourquoi et pour qui? Il ne faut pas hésiter à se poser ce genre de questions. D'accord. Très bien. Bah, du coup, en fait, pour clôturer cet échange, j'aimerais que l'on parle un peu de vos... Je le dis parce que Oui. dans le livre notamment, Oui, on cite un géographe haïtien qui parle de désenveloppement. Donc, c'est toutes ces notions-là il faut pas hésiter. Ça dit, après, on va dire que c'est des lubies d'intellectuels. Je ne suis pas d'accord. Je pense que, je le dis, je le répète, nous avons au moins le mérite d'avoir, grâce quelquefois à des actions militantes, je pense notamment à la Sopamar, un pays relativement préservé, même s'il est en danger. Donc, il est encore temps d'avoir la vision qui sied pour mener les politiques publiques qui soient à la fois des vecteurs d'émancipation pour les Martiniquaises et les Martiniquais, mais qui soient aussi vecteurs de protection de ce pays, de ce bijou qui est d'une grande fragilité, même si elle est extrêmement riche. Très bien, c'est très clair. J'aimerais que l'on parle de vos combats actuels, du coup, à l'Assemblée nationale, de la vision que vous portez pour l'avenir de la Martinique. Donc, du coup, quels sont aujourd'hui vos principaux combats à l'Assemblée nationale pour la Martinique ou vos principaux combats? Alors justement, on a parlé tout à l'heure des risques naturels, donc nous avons fait voter une proposition de résolution qui a eu l'unanimité. Nous continuons à travailler sur cette question des risques. Nous nous sommes beaucoup impliqués sur la question aussi des pollutions, au chlordécone, parce qu'on avait une proposition de loi dessus aussi. Et puis, bien sûr, nous sommes très solidaires de tous les combats qui se mènent sur la question sociale, je pense économique. Je pense singulièrement à la vie chère. Et globalement, je suis aussi à la commission de développement durable, aménagement du territoire. Donc, effectivement, il nous arrive sur la thématique de l'agriculture. C'est quoi notre souveraineté agricole? Mais l'agriculture, c'est pas seulement des produits, c'est aussi des femmes et des hommes. La question de la retraite, des retraites agricoles. Il y a toute une série de questions aussi que nous n'hésitons pas à porter chaque fois qu'il le faut. Et puis notre conception aussi du travail de parlementaire, c'est que le parlementaire ne s'enferme pas dans ses certitudes, dans sa tour d'ivoire, mais qu'il soit, je parlais tout à l'heure des interdépendances. Moi, je revendique mon autonomie en tant que parlementaire, mais en même temps, je suis en interdépendance avec l'écosystème qui est le mouvement social, et c'est les acteurs de la société martiniquaise et d'autres, parce qu'il arrive aussi que je sois solidaire de causes qui dépassent mon pays, la Martinique, qui l'englobe, mais qui le dépassent, et bien qui doit me donner le non-non, comme on dit en créole, qui doit me donner de grains à moudre pour pouvoir porter aussi les combats que je mène sur le front parlementaire, on va dire. Et dans 10 ans, quelle Martinique aimeriez-vous voir émerger? Moi, je suis très pragmatique. Bien sûr, on aspire tous à ce qu'on ait une Martinique plus responsable, plus égalitaire, plus harmonieuse dans sa relation à notre nature. Mais, ma foi, c'est pas l'espérance qui est déterminant. Simplement, il faut espérer, bien sûr, parce qu'il faut être optimiste dans la vision du monde. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à développer toute l'énergie, avoir l'énergie pour mener toutes les actions qui méritent d'être menées. Moi, je pense qu'il faut prendre conscience que si nous laissons faire, notre pays peut partir
à la volo, puisque on le sait bien, le jeu des lobbies, par exemple, si on laisse faire les autres sans que nous agissions, c'est pour ça que je dis aux Martiniquais, ils sont toujours à râler, les élus, etc. Mais il faut que nous prenions en charge chacune et chacun, que nous soyons des citoyens, que nous ne soyons pas des consommateurs de politique publique, des attentistes, on attend que l'autre apporte. Mais j'attends des citoyens, en tant qu'élus, qui soient vraiment acteurs et qui m'interrogent, qui m'interpellent. Je suis pour la démocratie participative. Nous avons essayé de la mettre en place aux prêcheurs. Et je crois que c'est ces interactions entre élus, citoyens et des citoyens responsables et conscients qui feront une Martinique, je veux dire, la Martinique à laquelle j'aspire pour demain, quoi. D'accord. Très bien. Des mots pleins d'espoir, j'ai envie de dire. Alors moi, je lis les deux. Vous savez, vous avez... ça, c'est un peu mon passé politique, mon itinéraire. Puisqu'il y a un philosophe marxiste qui parlait de principe espérance. C'est-à-dire espérer, on espère. Parce qu'il est trop tard pour être pessimiste. Mais en même temps, il y a aussi un autre philosophe, plus écologiste celui-là, qui avançait le principe de responsabilité. Okay. C'est-à-dire il faut espérer, mais en étant responsable. Ne pas se dire, on espère. Parce que quand on espère, sans être conscient, ne serait-ce qu'en tant que citoyen ou citoyen, de sa responsabilité par rapport à l'avenir de son pays, eh bien, rien ne va changer, ça ne sert à rien d'espérer. Ouais. Parce que ça veut dire qu'on attend que ce qu'on espère tombe du ciel. Mais comme il l'est dit dans la Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est à nous de nous prendre en charge en étant responsables et sans manquer effectivement d'espoir et d'optimisme. Très bien. Ça résume bien notre échange au final. Je veux vous remercier pour votre échange. Très riche, très bien préparé. Exact. Je suis très heureux et très fier de voir des jeunes Martiniquais qui sont au combat. Il faut. Sur le front des médias comme sur d'autres fronts également. Parce que si nous ne sommes pas au combat, qui sera au combat? Parce que, à mon avis aussi, un autre reproche que je pourrais faire à beaucoup d'hommes politiques, c'est leur incapacité à transmettre et à se dire à un moment, il faut laisser la place aux autres, quoi. Je ne sais pas s'ils nous entendront, mais... Oui, j'espère. En tout cas, merci monsieur Marcelin Nadeau, le député, pour cet échange, déjà riche et engagé. Donc, on a traversé ensemble des paysages, des combats, des urgences, mais aussi des espoirs pour la Martinique. Pas qu'espoir, il faut c'est bien d'espérer, comme vous l'avez dit, il faut aussi mettre en place des actions. Ce que je retiens de notre conversation, c'est que l'écologie ici n'est pas un luxe, c'est une urgence vécue au quotidien. C'est aussi une opportunité de réinventer notre manière de vivre ensemble sur ce territoire. Et comme j'aime le faire pour conclure ces échanges, je vous laisse avec un proverbe créole qui résonne tout particulièrement aujourd'hui. C'est graines de riz qui appellent sac de riz. Voilà, autrement dit, ce sont les graines de riz qui font les sacs de riz. Autrement dit, les petits ruisseaux, on va dire, au fond des grandes rivières. Chaque geste compte, chaque décision pèse, et ensemble, nous pouvons faire grandir cette grande rivière d'espoir pour la Martinique. Merci, monsieur Nadeau. C'est la fameuse théorie du colibri aussi. Ah ouais? C'est chacun qui apporte sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie. C'est éteindre l'incendie, exactement. Donc, on a tous contribué et chacun c'est vrai, chacun c'est son rôle. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode de l'Adjecor. Ok, à bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, pensez à soutenir le podcast en laissant une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Vos retours sont essentiels. Ils m'apportent non seulement de la visibilité, mais aussi la force et la motivation pour continuer à vous proposer des épisodes qui vous passionnent. Si vous le souhaitez, vous pouvez me partager vos idées de sujets ou réagir à un épisode en m'envoyant un message vocal sur la page Instagram l'Adjecor. Votre message pourrait être diffusé dans un prochain épisode. Merci, à la prochaine.